Grand 2. L'application de nouvelles techniques aux origines de la révolution industrielle. Ce cours fait suite à l'activité précédente sur la diffusion des idées des Lumières, dont on va voir en présent des applications pratiques. Je vous laisse finir de noter le titre. Je rappelle que ce cours va être en prise de notes, c'est-à-dire que je vais expliquer, répéter mais sans formuler de la même façon, et c'est à vous de prendre en note, de formuler vos phrases pour noter les idées principales, sans recopier mot pour mot ce que je dis. Il ne s'agit pas de dicter. Nous avons donc grand 2, l'apparition de nouvelles techniques aux origines de la révolution industrielle. Petit a, l'encyclopédie. Donc, cette passion croissante pour les sciences et les questions intellectuelles se poursuit du XVIIe au XVIIIe siècle, comme on l'a vu dans l'activité précédente. Comme on l'a vu précédemment, on a une passion croissante aussi bien pour les questions intellectuelles que pour les sciences, qui se poursuit du XVIIe surtout au XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières. L'exemple le plus connu date de 1751, avec la publication par Diderot et d'Alembert de l'encyclopédie. Je disais donc, cette passion pour les sciences que l'on a vue dans l'activité précédente se poursuit au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et que l'exemple le plus connu est la publication en 1751 de l'encyclopédie, qui a d'ailleurs donné son nom aux encyclopédies actuelles, par Diderot et d'Alembert. Qu'est-ce que c'est cette première encyclopédie, publiée en 1751 par Diderot et d'Alembert? Cette première encyclopédie, c'est une série de volumes qui rassemble des articles et des illustrations, donc des gravures, des planches d'illustration, sur tous les sujets de la connaissance humaine. Donc l'encyclopédie, c'est une série de volumes qui rassemble tous les sujets de la connaissance humaine de l'époque, avec des articles et des illustrations qui cherchent à traiter chaque thème de la connaissance qu'on a acquis à cette époque. Notons néanmoins que si cela est faisable grâce au progrès de l'imprimerie, comme on l'a déjà vu, les livres restent tout de même assez chers et une collection de multiples volumes avec de nombreuses pages illustrées par des gravures, ça coûte quand même très cher malgré l'imprimerie, et donc ce n'est pas accessible à toutes les bourses. C'est pour les classes les plus aisées, la noblesse et la bourgeoisie. La majorité du tiers-état n'y a pas accès. Donc cette encyclopédie, publiée en 1751 par Diderot et d'Alembert, regroupe avec une série importante de volumes des connaissances sur tous les sujets de l'époque, avec aussi bien des articles que des illustrations. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Mais ça reste tout de même assez cher, et ce n'est pas accessible à tous malgré les progrès de l'imprimerie. Et cette encyclopédie, elle arrive quand même à être publiée et diffusée avec quelques atermoiements, malgré la censure royale qui a des craintes sur le fait que certains articles politiques soient trop critiques. Donc cette encyclopédie, elle arrive quand même à se diffuser, malgré des craintes de la censure royale sur le fait que certains articles seraient critiques, grâce à une chose, c'est que cette encyclopédie, elle est surtout défendue auprès du roi Louis XV par sa favorite, c'est-à-dire sa principale maîtresse, Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, la principale maîtresse de Louis XV, fut la protectrice de l'encyclopédie. Je vous ai d'ailleurs conseillé dans mon film, dans ma vidéo sur les films et séries historiques, un très bon film sur Madame de Pompadour où on voit cela. C'est une anecdote que vous pouvez noter si cela vous intéresse. Donc cette encyclopédie qui permet d'être diffusée malgré la censure royale, grâce à Madame de Pompadour qui en obtient l'autorisation auprès de Louis XV dont elle est la maîtresse. Ce qui va nous permettre de voir dans le détail des exemples de savoirs qui sont diffusés, avec justement un exemple de double page de l'encyclopédie que je vous mets à l'écran, sur la production agricole. Vous avez d'un côté l'article sur
les fermes, et plus précisément les fermiers rédigés dans l'encyclopédie, par un penseur physiocrate, on va y revenir, et à côté, des planches d'illustration qui montrent tous les outils et outillages de l'époque. Deux documents que j'ai extraits d'un manuel, autre que le vôtre, mais qui montrent à quoi pouvait ressembler un article de l'encyclopédie. Donc à la fois un article, qui a été abrégé ici, pour le faire rentrer sur le diapositif, mais aussi des planches illustrées. Donc nous disions grand B, je ne l'ai pas mis au tableau, c'est pas grave, grand B, les progrès agricoles. Grand B, les progrès agricoles. Donc B, les progrès agricoles. Parmi les savoirs diffusés par l'encyclopédie, dont je vous ai mis un exemple au tableau, on va justement s'intéresser à celui qui concerne à cette époque encore la majorité de la population, l'agriculture, puisque c'est de ça qu'on s'apprête à parler. Donc vous avez la planche au tableau que je vous ai présenté et que je vous ai laissé depuis un moment. Et quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux, sans forcément avoir lu le texte, c'est tous les outillages. Et en effet, cette agriculture, elle connaît un certain nombre de, ce n'est pas encore au tableau, pardon, un certain nombre de progrès. Donc cette agriculture, elle connaît un certain nombre de progrès dans son outillage, dans les outils agricoles. Il y a des progrès dans l'agriculture grâce à l'amélioration des outils agricoles. Et cela grâce à l'amélioration de la métallurgie. L'amélioration des techniques de métallurgie permettent l'amélioration des outils agricoles qui vont eux-mêmes augmenter la production agricole. Je reprends ce que je disais depuis le début de cette partie. Ce B sur les progrès agricoles. En effet, l'agriculture à l'époque, ça concerne encore la majorité de la population. Et cette agriculture, elle connaît des progrès, comme on le voit illustré dans l'encyclopédie sur la gravure de droite, avec un meilleur outillage agricole, de meilleurs outils agricoles si vous préférez, permis notamment par l'amélioration de la métallurgie, qui permet de forger des outils plus efficaces, mais aussi moins chers et plus facilement, il faut le noter. Mais je ne vous ai pas mis à l'écran que les outils, je vous ai aussi mis un article à gauche. Et cet article nous amène sur le deuxième point qui permet l'amélioration de la production agricole. Donc premier point, les outils. Deuxième point, il y a aussi une amélioration des idées, et notamment des idées économiques et politiques. Et l'article qui est sur la page de gauche traite justement de ce nouveau courant d'idées. Celui qui est présenté ici, c'est le courant d'idées physiocrate. Un courant d'idées qui a été défendu auprès de Louis XVI par certains de ses ministres, avec un succès, on va dire, mitigé pour la politique royale. Donc on a des progrès techniques, mais aussi on a des progrès des idées économiques et politiques, avec, ici, un exemple d'article qui s'inspire de ce qu'on appelait les idées physiocrates, qui ont été mises en avant par des ministres de Louis XVI. Je vais expliquer ce que sont les idées physiocrates. Donc les idées physiocrates partent du principe que la richesse de base d'un pays vient de sa production agricole qui permet de nourrir la population. L'idée physiocrate, ça part d'une idée de base, c'est que la richesse d'un pays, c'est avant tout sa production agricole, parce qu'elle permet de nourrir sa population. Si on ne peut pas nourrir sa population, si on n'est pas capable de produire de quoi nourrir la population, voire vendre aux autres pays, les autres productions sont superflues. À une époque où il y a encore des grandes famines. Donc la richesse de base d'un pays, c'est d'abord sa capacité agricole. Un pays qui est capable de répondre à ses demandes agricoles, c'est un pays qui peut produire autre chose, qui n'a pas besoin de se ruiner pour acheter des denrées agricoles en période de mauvaise récolte, voire qui peut en vendre. Et qui n'a pas non plus de surmortalité ponctuelle à cause des famines, qui réduit sa population et donc va réduire sa capacité à produire des richesses, puisque la richesse vient des gens qui la produisent. Donc je digresse, je disais que pour les physiocrates,
il y a une richesse de base d'un pays, qui n'est pas l'or, qui n'est pas les choses précieuses, c'est uniquement sa production agricole et sa capacité à nourrir sa population. Donc plus un pays produit de denrées agricoles, plus un pays a des récoltes, plus il est riche d'après les physiocrates.